Bienvenue dans cette émission consacrée à la prévention et à la santé au travail que nous avons choisi d'intituler « La prévention en action ». En action avec un S, car vous allez le voir pendant ces 2 heures de direct, les actions sont nombreuses. Au programme de cette matinée, des invités, des tables rondes, des reportages et les résultats de la consultation réalisée par l'Institut Harris sur la santé au travail. Aujourd'hui, dans le cadre des rencontres santé au travail, c'est plus de 150 SSTI, les fameux services de santé travail interentreprises, qui organisent partout en France des rencontres digitales à destination des chefs d'entreprise, des responsables, des salariés et des partenaires institutionnels. C'est la 2e année consécutive qui est organisée cette journée. L'objectif, mieux faire connaître la santé au travail, notamment témoigner du rôle joué par les services au plus fort de la crise sanitaire, mais aussi dans le contexte du projet de réforme en cours, s'inscrire comme force de proposition. J'espère que ce programme vous passionnera. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous, à réagir sur le chat tout au long de l'émission. Pour commencer cette matinée, je vais donner la parole à Serge Le Simple, qui est président de Présence. Il est aujourd'hui mobilisé sur le terrain avec ses équipes pour prendre part localement à ces rencontres santé au travail, mais il a tenu à nous adresser un message. On l'écoute tout de suite. Bonjour à tous, je suis Serge Le Simple, président d'un service de santé au travail interentreprises en Haute-Savoie et de Présence, le réseau qui fédère les services au niveau national. Je ne suis malheureusement pas parmi vous aujourd'hui, car je suis justement mobilisé dans mon département, mais je suis heureux de pouvoir tout de même introduire, même à distance, la 2e édition des rencontres santé-travail et d'accueillir, grâce à cette vidéo, tous ceux qui y participent. Soyez les bienvenus, que vous soyez à Paris ou comme moi sur le terrain. Organisées pour la 2e année consécutive, elles ont pour raison d'être la promotion de la prévention dans les entreprises et visent à faire la pédagogie de notre action et de l'aide que nous apportons au quotidien dans les territoires, notamment aux TPE et PME. En 2019, elles ont été un franc succès et ont mobilisé plus de 150 services à travers la France. Plus de 7000 participants y ont pris part, parmi lesquels des entreprises, des élus, des partenaires ou des salariés. Cette année, compte tenu du contexte sanitaire inédit et des mesures de distanciation en vigueur, le format de ces rencontres a quelque peu évolué. Une centaine de services proposent ainsi en ce moment même des webinaires et autres rendez-vous digitaux autour de la prévention et de la santé au travail. Sujets plus que jamais centraux en une période qui se caractérise par de fortes incertitudes en matière sanitaire, économique et sociale. Pour notre réseau, ces événements sont l'occasion de réaffirmer notre rôle d'acteur au service du maintien ou de la reprise de l'activité et d'accompagnateur des entreprises et des salariés. Afin de donner un écho national à ces multiples manifestations locales, caractéristiques de la nature de notre réseau, nous avons décidé d'organiser cette émission retransmise en direct et en digital. Je remercie vivement les participants qui ont accepté de témoigner et d'échanger sur l'action des services de santé au travail interentreprises à la lumière de la crise sanitaire à laquelle nous faisons face et dans la perspective d'une réforme du système de santé au travail envisagée par le gouvernement et les parlementaires et discutée actuellement par les partenaires sociaux. Des témoignages d'acteurs de terrain ainsi qu'une consultation menée par l'Institut Harris Interactive auprès de 16 000 entreprises vous éclaireront sur la réalité de l'action des services de santé au travail et de leur personnel et permettront de projeter leur rôle dans le système de santé au travail en cours de construction. Présence et ses adhérents saisissent ainsi l'occasion de redire leur accord de principe pour une réforme porteuse de progrès pour les salariés et les employeurs dans le champ de la santé au travail. Nous souhaitons également rappeler l'engagement de notre réseau. Un réseau porteur de solutions adaptées et applicables au monde du travail d'aujourd'hui, avec une capacité unique à évaluer la faisabilité des options envisagées grâce à notre connaissance fine des réalités terrain et des moyens opérationnels à mobiliser. La crise sanitaire a montré,
dans notre domaine comme dans d'autres, à quel point la capacité de décision au plus proche du terrain est essentielle pour répondre aux besoins réels, indispensable pour réaliser l'ambition partagée de rendre employeurs et salariés acteurs de la santé au travail. Je formule le souhait que ces rencontres soient l'occasion de mettre en lumière les enjeux et la réalité d'une santé au travail pour laquelle, au cœur des territoires, des hommes et des femmes agissent ensemble au quotidien. Je vous souhaite d'excellentes rencontres Santé-Travail 2020. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur le chat tout au long de cette matinée, notamment avec les hashtags RST 2020 et le hashtag La prévention en action. Comme l'a souligné Serge Le Simple, qui est sur le terrain aujourd'hui avec ses équipes, j'en bafouille, mais c'est la fête, hein, c'est la journée de la santé au travail. Voilà. Ces rencontres santé au travail sont organisées pour la 2e année consécutive. Elles sont l'occasion de souligner l'action des SSTI et notamment de revenir sur leur rôle pendant la crise sanitaire. Acteurs de proximité, acteurs du maintien dans l'emploi, mais aussi conseils. Comment les SSTI et leurs interlocuteurs ont vécu cette crise? Nous sommes allés à la rencontre de médecins du travail, de chefs d'entreprise et de décideurs locaux. On voit ça tout de suite. On était la première zone touchée par le Covid et fortement touchée. Il y a une économie qui a été durement impactée, bon nombre d'entreprises étaient fermées et la qualité de fonctionnement du réseau comme la CPME 68, on a pu répondre aux attentes des entrepreneurs de manière réactive sous forme d'accompagnement, de webinars, d'appui juridique, de veille, de coordination avec les services de l'État, les préfectures et autres services. Dans le Grand Est, c'est plus de 100 000 actions effectuées pendant la crise. Comme nous faisons partie d'un groupe international, avec des implantations en Chine notamment, nous avons eu très tôt des consignes groupes, avant même les consignes gouvernementales et autres de mesures sanitaires. Nous ne nous sommes jamais arrêtés, que nous avons continué à fonctionner sur la base du volontariat. C'est à ce moment-là que j'ai contacté la médecine du travail pour qu'on travaille ensemble. Donc la collaboration s'est passée de la façon suivante. J'ai contacté le médecin du travail en disant « Moi, je vous donne la liste des personnes qui viennent travailler sur site. Et vous, si vous, en consultant les dossiers médicaux, vous voyez que dans la liste des personnes, il y en a qui sont en facteur risque, vous les contactez et vous leur expliquez les risques qu'elles encourent. » Très naïvement, peut-être, j'ai pas compris qu'il fallait s'arrêter de travailler suite à l'annonce présidentielle. Au fur et à mesure que l'on appelait nos chauffeurs, ils nous expliquaient qu'en fait, les usines, les entreprises dans lesquelles ils déchargeaient fermaient les unes après les autres. Dans un premier temps, on a fait un état des lieux, un état plutôt des personnes. Déjà parmi nos chauffeurs qui étaient à risque, qui ne l'étaient pas. Donc on a passé en revue le nécessaire. On a pris quand même la précaution de commander des masques chirurgicaux. Donc avec tous ces équipements, nos conducteurs sont partis sur les routes. L'activité industrielle a été arrêtée. Quand vous allez installer un centre de tri de déchets quelque part, déjà vos collaborateurs, ils ne peuvent pas aller à l'hôtel, ils ne peuvent pas aller au restaurant. Puis sur place, il y a des protocoles de sécurité qui font que dans un premier temps, donc effectivement, là, il y avait le chômage partiel. Pour la partie études et conformité, les collaborateurs ont travaillé de chez eux et ça s'est plutôt bien passé. Chaque entreprise pouvait à tout moment joindre son médecin du travail au même numéro qu'habituellement ou en remplaçant celui-ci. Ça, c'était très important. Dans le Grand Est, il faut savoir qu'une entreprise sur deux contactait à l'initiative du service de santé au travail pendant le confinement. Donc, c'est quand même énorme. Une petite anecdote, comme beaucoup d'entreprises, au début de la pandémie, on était en rupture de moyens de protection. Par exemple, le gel hydroalcoolique, on n'a pas pu s'en procurer tout de suite en quantité suffisante. Donc, j'avais soumis l'idée de dire on fera de la désinfection une fois par poste avec une solution d'eau de javel diluée à 0,5%. C'est un produit irritant. Donc, j'avais bien pris l'avis de la médecine du travail. Elles me disent oui, c'est toujours mieux que rien en attendant d'avoir du gel ou des lingettes désinfectantes. Et on a travaillé ensemble sur toutes les précautions à prendre. Et les services de santé au travail dans la Nièvre étaient à disposition par mail ou par téléphone.
Donc on pouvait poser toutes les questions et avoir les réponses en face. Après, on les a sollicités aussi parce que la vie continuait. Donc j'avais des gens qui reprenaient, qui avaient besoin de visites de reprise. On a fonctionné de deux façons. Il y avait des téléconsultations et puis il y avait aussi des consultations en présentiel quand il fallait juger si le chauffeur était apte à reprendre. Je prends un exemple, il y en a un qui s'était foulé la cheville. À une distance, ça peut paraître difficile. Dans le cas précis de l'épisode Covid, c'est nos services de santé qui nous ont fait des offres en disant vos entreprises s'interrogent, on est là pour répondre, on est là pour les accompagner, on est là pour proposer des solutions. Et c'est ce qui s'est passé et ça s'est plutôt très très bien passé. Nous avions des éléments de réponse en temps réel sur la situation, toute une prévention et une formation sur les gestes barrières, sur comment organiser son entreprise autour de cette épidémie. On était quand même sérieusement aidés. Ça, c'était, je dirais quelque part, ça n'a pas de prix. Peut-être de innovant et performant. Moi, c'est complémentarité. Confiance et étroite collaboration. Le mot qui me vient à l'esprit pour la STSA, c'est proximité. Quels enseignements peut-on tirer de cette crise sanitaire? Eh bien, écoutez, ça va être le thème de cette première table ronde. Avec moi sur le plateau, Sophie Élyséon, vous êtes préfète de l'Aude, pas de l'Aube, de l'Aude. Hein. Claudine Maziotta, vous êtes directrice générale des SSTI Pyrénées-Orientales. Docteur Gérald de Mortière, vous êtes médecin du travail et notamment vous êtes le médecin référent de l'entreprise de Grégory Freva et vous êtes directeur du site. Tout à fait. C'est ça. Alors avant de donner la parole à Madame la Préfète pour une vision plus large de la collaboration SSTI territoire, on va commencer par votre tandem, voir comment ça s'est passé pendant cette crise. 17 mars, Gérald de Mortière, premier jour du confinement, comment vous vous organisez? Au sein du service, on a réagi immédiatement en créant un pôle présentiel, en appelant les médecins volontaires, infirmières volontaires et secrétaires volontaires à venir sur le terrain, dans un centre dédié où on a mis tout en place pour recevoir en sécurité les salariés qui devaient bénéficier des visites d'embauche prioritaires pour les secteurs les plus importants de l'activité économique, comme le secteur soins, mais aussi la logistique, le transport. Et donc ça, c'est une partie. Et puis peu de temps après, 10 jours après, on a mis en place ce qui nous a bien boosté, c'est les effets positifs entre guillemets de la crise, c'est la possibilité de mettre en place des téléconsultations, un logiciel de téléconsultation auquel on avait pensé depuis 2 ans. Vous y avez pensé depuis longtemps et puis ça a été un catalyseur. Finalement, cette crise c'est apparu comme un besoin impérieux de mettre en place ce centre rapidement. De façon à pouvoir travailler en sécurité pour nos salariés, mais aussi pour les salariés, éviter les déplacements inutiles, surtout que le confinement a été décrété. Donc, pas d'interruption de service, non. Continuité. Absolument. Oui. Comment ça s'est passé alors entre vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'entreprise de Grégory? Alors, l'entreprise de M. Freva m'a immédiatement sollicité dans le cadre, alors je vais le laisser expliquer comment ça s'est passé au sein de l'entreprise, mais la sollicitation qui m'a été faite, ça a été de contribuer à distance, avec les techniques qui vont bien aujourd'hui, à un CSE extraordinaire pour travailler sur le plan de continuité d'activité, avoir ma vision de préventeur, une vision critique sur le plan qu'ils avaient construit. C'est vous qui avez sollicité le médecin du travail ou vous l'avez contacté? Comment ça s'est passé? Alors, je dirais qu'on n'a jamais perdu le lien de manière générale. Et donc, on était en relation dès le début de la crise avec M. de Mortière, le docteur de Mortière. Par contre, on a été amené à le solliciter dans le cadre, comme il vous l'a expliqué, de la validation des mesures et des protocoles de reprise du travail qu'on avait définis pour échanger avec lui, avec nos partenaires sociaux et être sûr qu'on avance d'un bloc et que les solutions mises en place étaient suffisantes et d'un point de vue médical et d'un point de vue social pour une reprise dans de bonnes conditions de l'activité. Comment ça s'est passé étape par étape? Ça a été une co-construction ou alors vous êtes arrivé avec des directives, vous avez dit il faut appliquer ça, comment ça s'est passé? Alors je dirais qu'il y avait une éco-construction, puisque M. de Mortière nous alimentait de tous les textes officiels, des préconisations du gouvernement, de tout ce qui venait. Il y avait un travail chez nous aussi, on s'est arrêté, nous,
donc comme tout le monde le 17 mars, pour une semaine où on a défini les grandes lignes du redémarrage et toutes les actions à mettre en place. Et très rapidement, on a échangé ce plan d'abord avec M. Demortière pour avoir son regard critique et ensuite pouvoir le présenter aux partenaires sociaux. Et là, ça a été itératif entre nous. D'accord, ok. Donc une véritable co-construction, oui. C'est ça. Et on a même été un peu plus loin, c'est ça qui a été absolument intéressant, c'est que vous vous souvenez que c'est l'époque où la liste des premiers salariés vulnérables nous a été donnée et il a fallu construire. Et là, j'ai eu un écho extrêmement favorable de l'entreprise de co-construire ensemble aussi, avoir une attention particulière pour les salariés vulnérables. Alors comment faire ? Faire une liste ? Certainement pas. Tout le monde était préoccupé de mettre à l'abri, et M. Fréva en premier lieu, de mettre à l'abri les salariés les plus vulnérables. Donc ce qu'on a proposé, c'est un travail en lien avec l'aval des partenaires sociaux dans le cadre du CSE, c'est premièrement, de faire une information via une note de service co-signée par la direction de l'entreprise et moi-même, ainsi que l'infirmière de l'entreprise, dans lequel nous expliquions quels étaient les 11 facteurs de vulnérabilité à l'époque, avec des mots plus simples que celui du décret. Qu'est-ce qu'un IMC supérieur à 30 ? Il faut aussi le définir, c'est pas... Tout le monde ne peut pas l'entendre comme ça au premier niveau. Donc on a fait cette note, et ensuite, avec l'infirmière de l'entreprise, nous avons balayer l'ensemble de notre base de données sur notre logiciel pour regarder ensemble et chacun des dossiers et extraire ceux et celles qui étaient dans les critères de vulnérabilité. Ensuite, nous les avons contactés un par un et lorsque était le besoin de les écarter pour les mettre soit en chômage partiel, donc je prenais la décision via une visite occasionnelle du médecin du travail de faire, puisque ça a été quand même le 1er avril avec l'instruction nous donnant pour la première fois la possibilité de prescrire des arrêts de travail. Donc un outil pratique pour mettre à l'écart temporairement au sommet de la crise. Voilà, comment ça s'est passé dans votre entreprise ? Je rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RST 2020 et le hashtag la prévention en action. Nous, on agit aussi sur le plateau. Vous avez vu, on a mis des plexis. Et puis, je tiens à préciser qu'entre chaque table ronde, le plateau sera désinfecté. C'est important aujourd'hui parce que la situation se tend à nouveau. Et c'est important d'essayer aussi d'être exemplaire sur les plateaux. Au bilan, qu'est-ce que vous en tirez de cette crise, tous les deux ? Moi, j'en tire un bilan malgré tout positif. Je vais mettre de côté les aspects économiques, mais de remettre un peu la santé au centre de nos débats, de nous reposer des questions sur le bien-être de nos salariés. Il a fallu gérer et l'aspect sanitaire, mais aussi l'aspect psychologique. Et on voit qu'une forte présence en communication du dialogue a permis de rassurer les gens. Et mon bilan sur le site de Saint-Ouen-l'Aumône, c'est que la crise a été globalement bien vécue par les salariés. Les salariés sont revenus au travail dans de bonnes conditions et avec confiance. On a fait même des enquêtes de satisfaction. On a plus de 80% des gens qui étaient entièrement satisfaits des mesures déployées par l'entreprise. Donc ça nous a montré qu'on pouvait mettre en place de l'agilité, essayer de reprendre une activité professionnelle tout en garantissant le maximum de prévention sanitaire. Ça les a rassurés, vos employés? Vous dites qu'ils étaient satisfaits, mais ça les a rassurés de savoir que l'entreprise prenait soin de leur santé? Énormément rassurés, et principalement les personnes à risque. C'est pas évident quand il y a des personnes à risque, si on les avait laissées seules, de faire la démarche, d'aller voir leur médecin, est-ce qu'ils auraient osé, pas osé, tandis que là on a fait la démarche d'aller vers eux. Alors moi je connais pas la liste, j'ai pas eu accès à cette liste, c'est normal, on parle de secret médical, mais l'infirmière de l'entreprise et le docteur Demortière les ont contactés en direct et on a eu beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Ça a été une aide précieuse d'avoir une infirmière dans l'entreprise. C'est pas courant forcément d'avoir une infirmière dans l'entreprise, oui, mais dans ce cas particulier, oui, absolument, absolument. Alors au-delà de cet exemple, c'est vrai que là on est sur un terrain, je dirais, optimal avec la volonté d'un chef d'entreprise d'être vigilant sur la santé de ses salariés et de tout son staff. Ils n'ont pas tous cette volonté-là?
Vous dites on est sur un terrain optimal avec la volonté d'un chef d'entreprise. Non, je reformule. C'est pour ça que je reprends. C'est un terrain idéal. J'aime bien l'idée. C'est un terrain idéal, mais je pense surtout à nos TPE, TTPE, qui n'ont pas la possibilité, bien sûr, d'avoir du temps dédié avec un responsable HSE, une infirmière d'entreprise. Et là, on a mis en place aussi un pôle conseil entreprise par téléphone, ce que d'autres services ont fait aussi, de façon à être à disposition de tous les petits chefs d'entreprise qui n'ont pas les moyens en interne d'assurer. Alors, en fait, la crise, vous vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que ça a généré. Moi, je pense que c'est un stimulant de la vraie vie pour booster ceux et celles qui n'ont pas pris la conscience de l'intérêt d'évaluer les risques. On parle souvent du document unique d'évaluation des risques. 50% des entreprises en sont dotées parce que pas le temps, parce que beaucoup de choses à faire quand on est dans une TPE. Et là, dans cette vraie vie infligée par le risque Covid, je crois qu'on a pu pousser un petit peu l'envie d'aller plus loin. Et avec les référents Covid qui sont précisés dans le plan national de santé et sécurité, voilà, c'est encore une belle carte à jouer, de stimuler, d'aller au-delà du risque Covid. Est-ce que vous pensez que finalement, cette crise, elle a contribué à renforcer la relation, le lien entre l'entreprise et les SSTI, et est-ce que pour les entreprises, elle a mis en valeur, en exergue, le rôle des SSTI? Vous vous connaissez mieux, vous vous appréciez mieux, vous vous entendez mieux? Oui, complètement, mais après, j'ai envie de dire qu'on a toujours, cette chance-là, été dans un bon rapport et beaucoup d'échanges, et on travaille déjà fortement en proximité. Mais ça nous a montré qu'on pouvait aller encore plus loin, et donc ma réponse est oui, ça a davantage réuni nos actions et voir l'impact que ça peut avoir, oui, tout à fait. Et je crois aussi qu'au-delà de cet exemple, mes confrères au sein de l'association, de la METIF, ont vécu aussi ce rapprochement et cette impression, ainsi que les préventeurs. Je ne pense pas qu'aux médecins et aux infirmières, mais aussi tout notre staff de préventeurs, ont senti que là, il y avait un point d'accroche nouveau. Claudine Maziotta, vous partagez ce sentiment? Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes le 16 mars. Le pays s'arrête. Le pays s'arrête, sauf pour les 5 secteurs d'activité pour lesquels l'activité se poursuit et pour lesquels nous devons être présents. Assurer, comme cela a été dit, le suivi médical, mais aller au-delà, c'est-à-dire être présent auprès de toutes les entreprises. Alors, moi je vais parler pour Perpignan, puisque dès le 16... Perpignan de Perpignan, le pôle santé-travail 66. On n'avait pas entendu, on n'avait pas noté le petit accent. On n'avait pas tout. Un tout petit accent, oui. Donc, le pôle santé-travail a été de suite associé aux réunions économiques qui ont été impulsées, initiées et animées par notre préfet. Et donc, je peux dire que toutes les semaines, nous avions une réunion de crise avec les différents acteurs économiques. Et nous avons été associés à ces réunions de crise parce que nous faisons partie du comité de pilotage restreint de la sécurité routière. Et avec notre préfecture, nous avons travaillé pendant de longs mois sur une application qui a été dédiée au risque routier dans un premier temps. Et donc c'est ce qui a favorisé notre action au tout début de cette crise. Ce que vous dites, en fait, c'est que vous étiez déjà en lien, vous vous connaissiez avec les services de la préfecture, de l'État. Oui. Donc, comme vous vous connaissiez, vous avez pu être réactif beaucoup plus vite, c'est ça? Voilà. Et d'être associé à ces réunions de crise et d'être en contact avec les différents acteurs des différentes filières économiques, eh bien, nous a permis de prendre en compte l'étendue des besoins. Tout le pays était figé, mais par contre, ceux qui continuaient à travailler, il a fallu, alors bien sûr, tous les services se sont mobilisés, on a tous assuré la continuité des visites, mais il fallait aller au-delà. On avait besoin de nous sur, alors non pas les plans de reprise d'activité, puisque ce n'était qu'à partir du 11 mai. Avant de parler des plans de reprise d'activité, comment vous, déjà dans les SSTI, parce que vous fonctionnez finalement comme une entreprise, vous avez des équipes, comment vous vous êtes organisé et comment les différents SSTI sur le territoire, vous avez communiqué, vous avez trouvé des modes de fonctionnement communs ou c'était une situation tellement inattendue que chacun y est allé de son truc?
Alors nous avons beaucoup partagé au niveau des réseaux régionaux, bien sûr avec l'impulsion de présence qui nous alimentait, des différents décrets. Alors nous nous sommes organisés par région pour initier des actions, on a beaucoup partagé, on a mis en place des nouveaux modèles de travail puisqu'il a fallu nous-mêmes nous adapter. C'est à ce moment-là qu'on a été inventif, puisque nous sommes allés au-delà de ce qui était proposé. On a essayé d'être... Alors, on a initié des enquêtes. Bon, tout à l'heure, il a été dit que c'est l'entreprise qui en fait, a sollicité le service de santé. Nous, on s'est dit, il y a des entreprises qui ne se manifestent pas. Il faut qu'on aille au-devant. Donc, dès le 26 mars... Ça, c'était une difficulté. C'était une difficulté, oui. C'était une difficulté parce qu'en fait, vous ne saviez pas qui travaillait, qui ne travaillait pas, qui éventuellement avait cessé son activité aussi. C'est ça. Enfin bon. Voilà, donc nous, bien sûr, nous étions en télétravail avec toutes nos équipes et on a géré en fait la demande des visites urgentes, la demande d'être présent à des CSE, mais on s'est dit, et les autres? Donc on a initié une enquête, donc je veux dire, le 26 mars, on était prêts. Donc une enquête est partie. Il faut savoir que sur le département des Pyrénées-Orientales, il n'y avait plus que 30% des entreprises en activité, sur ces 5 secteurs d'activité prioritaires. Eh bien, ils nous ont tous répondu. Ils nous ont dit merci parce que vraiment on est démunis, plus personne ne s'intéresse à nous. Et donc cette enquête a été appréciée. Il y avait une forte demande des chefs d'entreprise. Une demande de quoi? D'information, une demande de visite, de soutien. C'était quoi la demande des chefs d'entreprise? Alors la première demande, bien sûr, c'était les masques. La pénurie de masques. Alors ça, vraiment, à toutes les réunions, toutes les filières. Vous en aviez, vous, les CSTI, des masques? Nous, on avait eu la bonne idée de garder ceux de H1N1. On avait un bon millier de masques. Vous avez été prévoyant. Bon, prévoyant. Le fait est qu'on ne les avait pas achetés, donc on les a bien utilisés à ce moment-là, en attendant d'avoir... Alors nous, on en avait quelques-uns. On a fait beaucoup de téléconsultations, du présentiel, bien sûr, en se préservant et en préservant le salarié qu'on accueillait. Et par contre, on a fait une super opération de masques, puisque on a touché du doigt, et rappelons-nous, même les pharmaciens n'avaient pas le droit de vendre les masques. Oui, donc nous nous sommes fait valoir en tant que professionnels de santé, en lien avec, bien sûr, avec l'accord de la préfecture, de notre direct, et en lien avec les organisations professionnelles, nous avons lancé une opération masque et on a commandé 530 000 masques que nous avons reçus le 8 mai, juste avant la reprise du 11 mai. Et je peux vous dire que, remettons-nous en arrière, tout est immobilisé. Eh bien, quand vous voyez, donc, parce que le PST a été la plateforme logistique, nous avons donc réceptionné ces masques, on a vu arriver 2 semi-remorques. On les a déchargés. Les professionnels étaient présents. Donc, on a organisé ce bal de distribution de masques. Vraiment, on était très satisfaits. C'était une belle journée. C'était une belle journée. C'était une belle journée. Comment ça s'est passé chez vous? Vous pouvez nous le dire, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur le chat. Il y a aussi un hashtag RST 2020 et RST la prévention en action. Donc n'hésitez pas à réagir ou à poser vos questions à Claudine, à Madame Élyséon, Madame la préfète, voilà, Madame Élyséon, à Gérald et à Grégory. N'hésitez pas. Alors, le bilan chiffré, qu'est-ce que c'est chez vous? Je crois que vous avez fait 65 000 contacts, 3 950 visites, c'est ça? Oui, 5 315 actions auprès des 30%. Donc, nous suivons 12 000 entreprises pour 120 000 salariés sur le territoire. Ouais. Et donc, nous avons généré 5 315 actions. Ça veut dire des conseils sur le suivi médical, conseils sur la Covid, participation au CSE, nos médecins ont assuré toute la partie suivi médical, présence par visio au CSE et les équipes pluri ont contribué à la mise en conformité des plans de continuité d'activité quand c'était dans la continuité et ensuite de reprise d'activité dès lors où on a commencé à avoir émergé la reprise d'activité. Là, c'était également compliqué quand même, la reprise d'activité.
parce que nous avions les protocoles nationaux, il fallait que les entreprises se mettent en conformité. Donc, comment pouvions-nous les accompagner dans ces plans de reprise pour rassurer les salariés surtout, hein. Chez vous, Gérald, pareil? Oui, on était sur un mode très proche, du phoning sortant vers l'ensemble de nos adhérents. Nous avons appelé l'ensemble, tout le monde a contribué en télétravail pour ceux qui n'étaient pas donc, sur le centre médical. Donc tout le monde a télétravaillé et a contacté l'ensemble de nos, avec un retour aussi. Merci de venir un petit peu à notre aide parce que, et le relais de tous les messages. J'ai l'impression, quand je vous entends, que ça a été une ruche, hein, en fait, pendant cette période de crise des SSTI. Vous n'avez pas chômé, hein, c'était une vraie ruche. On n'a pas arrêté. Vous n'avez pas arrêté. Alors, mais c'est formidable aussi pour les équipes. Enfin, je ne dis pas que c'est formidable d'avoir une crise, mais pour les équipes, on a vraiment l'intention, l'impression, là, pour le coup, de servir à quelque chose. Ça les a soudés, les équipes? Oui, ça les a soudés. Ça nous a soudés également au niveau du réseau, hein. Au niveau du réseau, moi, je veux parler de ma belle région d'Occitanie, où nous avons travaillé. Mais oui, il y a l'accent et il y a la belle région. Mais oui, voilà. Donc, où nous avons initié 2 actions, si je peux vous en parler. Mais bien sûr, mais j'allais vous en parler d'ailleurs, des 2 actions. Alors, vous avez été inventive. Alors, vous avez été inventive déjà pour l'hôtellerie-restauration. Oui, pour l'hôtellerie-restauration. Toujours parce que nous avons été à l'écoute de ces filières et qui étaient quand même un peu désemparées, hein, par rapport aux gestes barrières, comment mettre la distanciation, rappelez-vous, hein, 1 mètre, 4 mètres dans les cafés, dans les restaurants. Donc nous avons eu l'idée, avec le concours des équipes pluridisciplinaires, vous avez parlé tout à l'heure du document unique, nous avons eu l'idée d'avoir un document qui est un document repère et alerte, quoi, et qui renseigne tout ce que le chef d'établissement doit mettre en place pour justement sécuriser à la fois son personnel et les clients. Donc pour le personnel, on est même allé au-delà puisque nous avons proposé des mini-sensibilisations pour dédramatiser un peu la situation. Remettons-nous, aujourd'hui on est complètement banalisé, hein, avec le port du masque, avec la distanciation. Mais au mois de mars-avril, c'était tout nouveau pour tout le monde, quoi. Donc il a fallu s'approprier ces gestes barrières. Il a fallu vraiment, je le dis bien, dédramatiser. Donc avec la région Occitanie, on a initié une action. Voilà, c'est un macaron, le macaron Occitanie Café Hôtel Restaurant. Alors, je sais pas si il y avait les macarons Michelin. Et alors maintenant, il y a le macaron de la santé au travail. Voilà. Et donc, eh bien, dans toute l'Occitanie, les chefs d'établissement ont apposé ce macaron. Et les retours qu'on a, c'est qu'en fait, il y a une satisfaction, hein, des chefs d'entreprise par rapport à cet accompagnement. Alors, c'est pas tout. Vous avez une nouveauté à nous annoncer. La nouveauté, c'est l'accord, parce qu'il y a l'avenir, hein, maintenant. Hein, et l'avenir, il n'est pas forcément très très brillant, donc il faut s'organiser pour la suite. Oui. Et vous avez passé un accord avec les ARS. Alors, on a passé un accord avec les ARS, cela fait 2 jours. Ça fait 2 mois qu'on travaille à cet accord. Nos personnels ont été volontaires, donc nous avons un accord pour dépister dans les entreprises les salariés une fois qu'on a détecté des cas positifs dans des unités de travail. Alors, pour quelle raison vous allez avoir des tests? Alors, on a des tests, ça y est, on a un contingent de tests. On a été de tests aussi. De tests. Voilà, on a été formé par les laboratoires, on travaille vraiment, on a une visio régulièrement avec eux. Donc, en fait, la principale raison, c'est qu'on veut vraiment être acteur de cette crise et on veut être au cœur du dispositif. Voilà, ça a été une de nos volontés premières. Ensuite, on a voulu désengorger les laboratoires parce qu'on a eu des demandes cet été, par exemple de chefs d'entreprise qui nous disaient, écoutez, moi j'ai 20 personnes à faire tester, si je les envoie au laboratoire, je vais fermer ma chaîne de production pendant 1 journée. Donc on s'est dit, alors on veut participer à préserver la santé, mais aussi on veut
concourir à maintenir le chiffre d'affaires, la performance de l'entreprise. La performance de l'entreprise, c'est un chef d'entreprise en bonne santé et des salariés également. Le chef d'entreprise en bonne santé également, on a eu une action au niveau de l'Occitanie, l'action OSE, pour les chefs d'entreprise qui sont en difficulté ou qui seraient en difficulté. On a mis en place tout un maillage avec les CCI. Et là, je reconnais qu'on a vraiment créé un outil de signalement pour le chef d'entreprise qui serait en difficulté. Beaucoup de choses. On n'arrive plus à l'arrêter, Claudine. Non, on voit, mais c'est bien parce que vous en parlez avec passion. Et là, on voit, on touche du doigt que les SSTI, c'est de l'humain. C'est de l'humain, c'est des gens qui se défoncent au quotidien auprès des entreprises, c'est des médecins, c'est des infirmières, c'est des conseillers qui sont en lien avec les chefs d'entreprise. Vous, d'un autre côté, vous n'êtes pas tout seul, vous avez un truc à demander, vous appelez votre médecin. Donc on voit bien ce maillage et vous le dépeignez bien avec passion. Alors, Sophie Élyséon, vous êtes préfète de l'Aude. La proximité avec les acteurs de terrain, ça doit vous plaire, ça c'est la clé de la réactivité, parce que du haut de la préfecture, si on n'a pas d'acteurs de terrain, on ne fait pas grand-chose, non? Exactement. Ce qu'a dit Madame tout à l'heure est très vrai, c'est que dès le début de la crise sanitaire, et j'en redirai un mot de contexte, ça me paraît important, puisque l'Aude, sans commune mesure évidemment avec ce qui s'est passé dans d'autres départements plus au-dessus de la Loire. Vous n'avez pas été tellement touché. Mais si, précisément, puisque l'Aude a accueilli donc, les 2 premiers foyers de circulation active du virus d'Occitanie, donc avec la fermeture d'un certain nombre d'établissements scolaires dès le 9 mars. Et c'est une situation qui a pesé longtemps sur le département, puisqu'au 26 mars, nous avions encore à déplorer le plus grand nombre de décès de toute la région Occitanie, et que d'ailleurs dernièrement, l'INSEE, dans le suivi qu'il fait des décès et de leur variation au fil des années, a indiqué que dans l'Aude, les décès ont augmenté entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par rapport à la même période de 2019 de 15,2% dans notre département. Alors, toutes causes confondues, bien évidemment, mais on imagine bien qu'à cette période précise, la crise sanitaire y est aussi pour quelque chose, et ce 15,2%, c'est plus de 2 fois la moyenne d'augmentation pour toute la région Occitanie. Donc oui, l'Aude a été fortement touchée par cette crise sanitaire, et donc bien sûr, j'avais besoin, moi, en tant que préfète, pour gérer la crise, d'acteurs connus et reconnus sur le terrain, au plus près, d'un côté des entreprises, de l'autre côté du grand public, composé de travailleurs, de travailleuses, de salariés. Et pour ça, les services de santé au travail sont des acteurs essentiels, puisque ils sont à la fois écoutés, entendus par les chefs d'entreprise, en grande proximité, vous l'avez démontré, messieurs, mais également connus et reconnus par les salariés pour se préoccuper de leur santé au travail et de leur santé plus globalement. Donc, comme finalement dans les Pyrénées-Orientales, donc les 2 services de santé au travail du département de l'Aude, donc un à Carcassonne, l'autre à Narbonne, ont été intégrés aux cellules de crise économique, donc avec plusieurs thématiques, tourisme, agriculture, viticulture, mais ont été intégrés à ces cellules de crise dès l'instant où elles ont été installées, donc début mars, et ont évidemment fourni un travail précieux, à la fois de connaissance de la situation, parce que effectivement, comme vous le disiez, les préfètes et les préfets, nous avons divers sujets à régler, et nous n'avons pas forcément la connaissance fine, nous, en propre, de ce qui se passe sur le terrain. Donc à la fois pour faire remonter la connaissance de la situation dans les entreprises, mais également pour être des relais de communication en direction des entreprises. Et a été évoquée, par exemple, la question de la santé des chefs d'entreprise. Très rapidement, la question du soutien psychologique s'est posée, du soutien psychologique aux chefs d'entreprise. Donc très rapidement, c'est début mars, et une semaine après, eh bien, nous avions la possibilité, offerte par le service de santé au travail de Narbonne, d'avoir une cellule d'écoute psychologique une semaine après, donc réactivité. Complètement. Réactivité, vraiment. Une cellule d'écoute dédiée non seulement aux chefs d'entreprise, mais aussi aux cadres dirigeants d'entreprise, parce que là aussi, proactivité, finalement, la connaissance fait que les équipes du SIST savaient qu'il y aurait besoin aussi d'être auprès des cadres. Et c'est vrai que vous avez raison d'insister sur le suivi psychologique
psychologique parce qu'on a parlé du suivi clinique en fait de la maladie. C'est ce qui nous a occupés tous, hein, le corona, alors comment la contamination, l'immunité, la réanimation, tout ça c'est du suivi clinique. Et on oublie le suivi psychologique, ça a été un traumatisme pour beaucoup de gens. Vous avez dit, Claudine, tout s'arrête. Et c'est vrai que tout s'arrête d'un coup, alors tout le monde était, il y avait une genre de stupéfaction, et après pour les chefs d'entreprise, c'est tout s'arrête, mais est-ce que mon entreprise va s'arrêter? Et le cadre, est-ce que mon entreprise va s'arrêter? Les gens qui travaillent, est-ce que je vais perdre mon boulot? Donc le suivi psychologique très important. Hein. Oui, c'était essentiel et il a été largement mobilisé. Et c'est, comme je le disais, à la fois la connaissance du terrain, mais aussi la pluridisciplinarité des équipes qui a fait que cette écoute psychologique a pu être mise en place. C'est vrai, c'est important cette pluridisciplinarité parce que pour beaucoup de chefs d'entreprise, les SSTI, c'est une visite obligatoire tous les 2 ans, hein, c'est ça? Ça s'échelonne jusqu'à 5 ans. Il y a une périodicité. Voilà. Et pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est ça, en fait. C'est le truc, bon, on doit y aller, hop, on envoie les... Mais c'est beaucoup plus que ça. La crise sanitaire que nous avons eu à gérer et qui nous oblige à trouver un point d'équilibre entre préservation de la santé, mais aussi maintien des activités humaines et des activités économiques notamment, a démontré que c'était bien plus que ça, puisque là aussi, beaucoup de travail de conseil aux chefs d'entreprise. Alors pendant la crise, effectivement, pour les accompagner, mais en sortie de confinement, pour les aider à mettre en place les gestes et mesures barrières, et des gestes et mesures barrières qui soient adaptés à chaque configuration d'entreprise. Le casino de Port-la-Nouvelle n'a pas besoin des mêmes équipements que la boutique de prêt-à-porter de Lézignan-Corbière. Et bien tout ça, les équipes du service de santé au travail de Narbonne sont allées vers les entreprises, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, madame, sont allés vers les entreprises parce qu'ils les connaissent pour, sur place, très concrètement, les conseiller. Et à un moment donné, la question du masque a été évoquée tout à l'heure également. Très rapidement, dans l'Aude, le principe pragmatique a été de suggérer, tout simplement, aux entreprises, via les consulaires, de faire fabriquer, tout simplement, leurs masques par l'ensemble de leurs équipes à domicile. Il suffisait que chacun se fabrique son kit de 4 masques et on n'avait pas besoin, effectivement, de se questionner sur la possibilité de s'approvisionner ou non, pour l'employeur, de s'approvisionner ou non en masques. Je voudrais ajouter quelque chose, puisqu'on parle de proximité. La proximité, elle n'est pas dédiée, entre guillemets, qu'aux salariés ou qu'aux entreprises, puisque le CIS de Narbonne l'a bien compris, il y avait aussi un enjeu de communication plus général, plus grand public. Et donc, un partenariat a été noué entre le service de santé au travail de Narbonne et la presse quotidienne régionale pour, pendant le temps du confinement, et ça perdure après le confinement, diffuser un certain nombre de messages. Alors, pendant le temps du confinement, c'était davantage des messages de prévention et de rappel des mesures et gestes barrières. Et je voudrais dire avec beaucoup de pédagogie, mais on l'a entendu dans votre intervention, monsieur, également tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de pédagogie et je pense que c'est un élément important. Et puis, en sortie de confinement, eh bien, un certain nombre de communications sur les bonnes pratiques dans telle ou telle entreprise. Alors, ça met en valeur les entreprises et dans l'Aude, où on est quand même dans un département très touristique, c'était important aussi d'afficher une image sécurisante des entreprises touristiques. Donc, donner à voir dans la presse quotidienne régionale eh bien, les bonnes pratiques, assez simples à mettre en œuvre, qui ont pu être saisies par les entreprises du département pour en inspirer d'autres et amener les autres effectivement à faire de même. Donc on le voit, hein, dans votre région, à la fois un rôle technique, un rôle de conseil, la réactivité, et puis un rôle aussi dans la communication. On arrive bientôt à la fin de cette table ronde. C'est le moment de poser vos questions. Si vous avez des questions à poser à Mme la préfète, à Mme Mazziotti, à Gérald, à Grégory, chef d'entreprise. Je rappelle les hashtags. RST 2020 et RST la prévention en action. La prévention en action, on a vu, hein, là, les actions, il y en a beaucoup.
Le rôle de la préfète, qu'est-ce que c'est? C'est d'être un grand chef d'orchestre de tout ça? C'est quoi le rôle de la préfète dans une crise comme ça? Ah oui, ça ressemble un peu à ça. Alors, avec cette particularité de la crise sanitaire qui nous concerne en ce moment, c'est que pendant un temps, nous avons été confinés. J'ai été, moi aussi, confinée. Je suis sortie par moments, effectivement, pour accompagner notamment les forces de sécurité intérieure dans des contrôles. Vous aviez un mot de la préfète. Vous pouvez sortir. Figurez-vous que je l'ai fait signer par quelqu'un d'autre, sinon c'est trop facile. Mais donc, j'étais moi aussi confinée. Donc, il y avait effectivement un enjeu à coordonner l'ensemble des acteurs. Alors, on parle beaucoup des acteurs santé, mais évidemment, il faut aussi être en capacité de renseigner les élus, qui eux aussi ont à renseigner leurs concitoyennes et leurs concitoyens. Donc, un gros travail, effectivement, de communication et d'échange très régulier avec les élus pour que l'information se démultiplie. Un travail d'écoute, ça, je pense que c'est important, ça a été dit, auprès des acteurs économiques. Et dans l'eau, ça va de l'agriculture au tourisme, en passant par un certain nombre de petites et moyennes entreprises. Attention, quand vous balayez l'Aude, attention au plexiglas là, qui vous sépare. Les PO ne sont pas loin. Heureusement qu'on n'est pas dans une plus grande région, parce que le plexiglas n'aurait pas résisté. Je l'ai vu. Et puis faire respecter, effectivement, l'ensemble des mesures qui ont été prises. Donc, tout l'aspect plutôt, je dirais, ordre public qu'il faut pouvoir maintenir. Donc, oui, c'est un exercice un peu de chef d'orchestre, mais en distanciel, non en présentiel, et parfois ça complexifie un peu l'exercice. Et comme tout chef d'orchestre, il faut qu'il ait un bon orchestre, des bons solistes, mais aussi des bons musiciens. Alors, au bilan, les SSTI, vous avez été des bons musiciens. Moi, ce que je retiens de cette table ronde, c'est l'importance du local, la capacité de réaction que vous avez eue au niveau local, mais qui s'accompagne aussi, et ça on n'a peut-être pas parlé, pour avoir une capacité de réaction, il faut avoir une capacité de décision et un budget aussi à engager. Beaucoup de pragmatisme, d'après ce que j'ai entendu aussi, et puis de la confiance, de la collaboration entre les médecins et les entreprises. On se fait un petit tour de table de conclusion par rapport... Vous vous reconnaissez dans les idées phares que je viens d'énoncer? On va finir par Claudine, parce que c'est elle qui parle de plus. Trop de choses à dire. Allez, Gérald, allez-y. Temps suffisant. Non, mais, et puis de l'inventivité. Et de l'inventivité. Voilà. C'est vrai que vous avez été... regardez, le macaron, la concurrence Michelin, avec son macaron note le côté Covid. extrêmement stimulant du soleil d'Occitanie, sur le plan du lien social et aussi de la créativité. Et vous parliez tout à l'heure d'un point qu'on n'a pas abordé, mais rapidement, juste pour ne pas oublier, sur les répercussions psychologiques. J'oserais dire les répercussions, enfin, comment le Covid a généré aussi du risque psychosocial. Et on n'a pas parlé beaucoup des télétravailleurs, en particulier des télétravailleurs obligés, puisqu'au début, nous avons été nombreux pour ceux qui peuvent bénéficier du télétravail, les 40% de travailleurs qui peuvent en bénéficier. Mais il y a ceux qui ont été mis en télétravail obligé. Il a fallu aussi avoir un œil vigilant à leur égard, parce que comment télétravailler à la maison, sur quel type de bureau, etc. Donc on a mis en place aussi des webinaires, puisque c'est le terme consacré. Comment vous avez fait alors pour qu'ils ne sortent pas du radar, ceux-là? Parce qu'ils n'étaient plus dans l'entreprise, c'était compliqué de les joindre, non? Eh bien, c'était joindre l'ensemble de nos adhérents via nos mailings à l'ensemble de nos adhérents, qui ensuite pouvaient aller vers leurs salariés pour leur dire allez vous renseigner via des plateformes webinaires sur lesquelles nous avions des préventeurs qui donnaient des conseils pratiques, comment vous installer chez vous au mieux pour éviter... et puis aussi travailler sur le risque de l'isolement. Voilà. Donc là aussi, on avait des psychologues et des ergonomes, organisation du travail, chez soi, comment transformer sa pièce en entreprise, c'est une gageure. Mais du conseil aussi pour ceux et celles qui ont été obligés de On soulignait tout à l'heure la multidisciplinarité. La santé au travail, c'est pas que des médecins. C'est des médecins, c'est des infirmières. Vous avez cité les psychologues, les ergonomes, les techniciennes hygiène et sécurité, les ingénieurs sécurité, mais aussi les assistantes sociales, nos infirmières. Donc c'est vraiment tout un éventail. C'est ce qui fait le bonheur d'être médecin du travail aujourd'hui. Je mesure bien. C'est un médecin du travail heureux, regardez. C'est vrai. Heureux. Non, mais je le suis, oui, je le suis. Mais j'aime aussi l'Occitanie, c'est fou. On a bien vu qu'il se passait un truc entre l'Occitanie. Mais je suis tellement attaché à mon Val d'Oise
et à mon DG que je salue, que je ne le quitterai jamais. Donc, mais voilà, donc... Il y a des choses qui m'échappent sur ce plateau. Voilà, il y a des choses qui m'échappent. On est bien. Et puis je suis bien avec Grégory. Blanc Aéro. Alors, Grégory, vous, votre... Moi, en mot de conclusion, je suis d'accord avec tous les mots qui ont été utilisés. Créativité, j'ajouterais bien communication. C'est vraiment important et ça s'est plutôt bien passé et c'est un axe à pousser. Et j'insiste particulièrement sur le mot que vous avez dit vous-même, pragmatisme. Pragmatisme, c'est important. C'est très important parce qu'on peut vite tomber aussi dans l'extrême et de perdre un peu justement cette prise de hauteur sur le juste besoin et sans aller trop loin, sans rentrer dans des situations impossibles. En tant que chef d'entreprise, quand vous recevez l'ensemble de la procédure à respecter, épaisse comme ça, à lire chapitre après chapitre, c'est assez perturbant et très compliqué à analyser. Chapitre après chapitre. Et quand on est soi-même avec d'autres problèmes à gérer. Tout à fait, c'est une partie de la problématique, mais voilà. Je reste focalisé là aujourd'hui sur la santé, mais bien évidemment qu'il y a, on parlait de risques psychosociaux, c'est l'inquiétude, le risque de faillite, etc., qui en plus amène nos managers dans une situation pas sereine pour prendre des décisions qui peuvent aller à l'opposé. Le pragmatisme, c'est quelque chose d'important, et justement, alors Sophie Élyséon, le problème, est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps un décalage entre des directives qui viennent de l'État qui sont un peu compliquées à comprendre, surtout pour les TPE qui n'ont pas forcément le temps, et puis ce qu'on fait tout bêtement sur le terrain. Après, j'ai une question qui vient d'arriver, que je vous poserai. Allez-y. C'est bien le rôle, je crois, des préfètes et des préfets, précisément, et on l'a bien vu pendant la crise, cette notion de proximité et de capacité à adapter et à décliner avec les spécificités locales, les directives qui viennent du national. Les directives nationales, nécessairement, elles sont générales à l'échelle d'un pays, elles ne peuvent pas être autrement. Mais c'est bien le rôle des préfètes et des préfets, et quand on est bien entouré, ça fonctionne bien, de décliner localement les directives nationales pour qu'elles soient adaptées à la situation de chaque département. Alors, une question du groupe GEPI Expert Santé. Avez-vous constaté une augmentation de situations santé-travail, entre parenthèses, troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux pendant la crise? Troubles musculo-squelettiques, pas de façon évidente. Les risques psychosociaux, on vient d'en parler. Psychosociaux, on vient d'en parler. C'est cette fracture infligée par ceux qui étaient en présentiel, ceux qui étaient à distance, et comment revenir dans l'entreprise, comment revenir en sécurité. Toutes les questions qu'on peut se poser une fois qu'on a été confiné pendant tout ce temps. Oui, il y avait ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu, en premier, tout le monde est parti de l'entreprise. Après, il y a eu ceux qui télétravaillaient, ceux qui étaient restés dans l'entreprise parce qu'ils n'avaient pas le choix. De toute façon, il fallait bouger des choses. Enfin, il y a des trucs qu'on ne fait pas en télétravail. Et puis, après, ceux qu'on fait revenir petit à petit, parce qu'on en a besoin ou parce qu'eux, ils en ont besoin aussi. C'est ça. Absolument. Alors ça, c'est ceux qui avaient... Et on vous disait parfois, docteur, moi j'ai envie de revenir, il faut me faire un papier, il faut me faire un truc, je veux revenir. Absolument, oui. En parlant des hommes et des femmes qui étaient en situation de vulnérabilité, dans les 11 critères, certains d'entre eux me disaient, mais je veux revenir. Ceci étant... c'est eux qui décidaient au finish. L'idée, c'était qu'ils soient informés, que je puisse leur donner, que nous puissions leur donner les éléments pour prendre la bonne décision. Alors, j'ai une question qui arrive encore, c'est quels enseignements de la relation entreprise et SSTI tirez-vous de la crise? On en a déjà parlé, mais bon, comme on est dans la conclusion, on y revient. Grégory, Claudine... Moi j'insisterai avec tout le monde sur le fait qu'il ne faut pas attendre justement les crises ou ces moments-là pour être en dialogue. On a quand même des structures, on a le CSSCT, on a des moments privilégiés où on peut discuter. Et je pense que les entreprises qui étaient peut-être déficitaires au niveau de cette communication, je les invite à la mettre en place de manière régulière, ne serait-ce qu'une fois par trimestre, pour systématiquement garder ce lien et pas qui doit être plus difficile, j'imagine, à construire quand la crise survient et si on n'y était pas préparé. Claudine. Alors, on a parlé d'inventivité, de créativité. Je pense qu'il faut aborder l'avenir sereinement. Il faudra que nous avons prouvé... Vous lisez dans mes pensées parce que c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Alors, moi je dirais que les services de santé ont prouvé qu'ils étaient présents.
Ils ont été des acteurs incontournables dans cette crise. Vous avez parlé tout à l'heure de notre organisation. Aujourd'hui, notre fonctionnement autonome au niveau de nos cotisations nous permet justement d'initier des actions, par exemple le macaron. Nous avons également des outils digitalisés qui nous permettront demain d'être au plus près des salariés et des entreprises. Parce qu'il faut anticiper. On ne sait pas ce que ça va donner. On voit des clusters un peu partout. Que feront les services de santé au travail? Eh bien, ça va obligatoirement passer par de la nouvelle technologie, par des formes, des applications digitalisées qui vont nous permettre à tout moment de délivrer des messages qui seront relayés bien sûr par les équipes pluridisciplinaires. On a parlé de notre pluridisciplinarité qui est d'une richesse incroyable. On est en capacité d'aborder tous les risques professionnels dans une entreprise, d'accompagner un chef d'entreprise. Je veux dire, c'est une richesse incroyable aujourd'hui, un service de santé au travail, qui a été bien souvent ramené à la simple visite médicale. Mais aujourd'hui, notre capacité d'action, nous l'avons prouvé, et notre capacité d'action pour demain, moi j'ai envie de dire, on l'a déjà prouvé, parce que ça veut dire que rien ne va nous arrêter. Rien. On sera présent. On sera présent. Je vous dis, elle est inarrêtable. Mais parce que la santé au travail, c'est quelque chose, c'est un bien précieux. Je veux dire, on parle d'une réforme ambitieuse, mais nous aussi, nous sommes ambitieux. Nous l'avons prouvé. Notre ambition, c'est quoi? C'est d'accompagner un chef d'entreprise, de faire en sorte qu'il soit le mieux possible accompagné par des équipes qui se sentent bien au travail. Une équipe qui se sent bien au travail, ça veut dire que le chef d'entreprise prend en compte sa santé. Et en fait, tous les plans d'action que vous mettez en place, monsieur le chef d'entreprise, c'est des témoignages que vous apportez à vos salariés parce que vous leur dites au quotidien, chaque fois que vous faites une action de prévention, votre santé, moi, elle m'intéresse. Et votre santé, elle me préoccupe. Et parce que je me préoccupe de votre santé, ensemble, nous ferons en sorte que cette entreprise soit performante. Et voilà, ça c'est un beau message passionné. Elle nous donne la pêche, Claudine. Tout à fait. Voilà. En conclusion, on a 2 minutes pour conclure. En conclusion, 3 mots. L'agilité, mais ça a été dit, c'est ce que vous évoquez à l'instant, madame. La proximité, mais je l'ai dit, c'est vraiment au cœur de cette gestion de crise, en tout cas, mais c'est ce qui est au cœur de toutes les gestions de crise. La proximité, et comme vous le disiez, elle s'entretient. Elle ne peut pas se décréter le jour où on en a besoin. Donc c'est avoir régulièrement, le plus régulièrement possible, des contacts entre les services de santé au travail et les entreprises. Mais en tout cas, je sais dans l'autre que cette pratique de l'aller vers fait que cette relation existe. Et ce qui fait que pour les préfètes et les préfets, en tout cas pour la préfète que je suis dans l'Aude, c'est un excellent relais d'information. Mais dans les deux sens, j'insiste. C'est-à-dire que ça peut diffuser l'information qui vient du national et qui a besoin de s'imprimer localement, mais ça permet aussi de faire remonter au niveau départemental et national, si nécessaire, un certain nombre d'informations sur la santé du territoire. De faire remonter des informations du terrain, justement, pour ne pas être déconnecté. Souvent, on reproche au national d'être déconnecté du terrain, mais il faut qu'il soit abreuvé, irrigué d'informations pragmatiques. Écoutez, vous avez été passionnant. Et vous m'avez passionné, et vous, Claudine, vous êtes passionnante. Voilà. Je vous remercie d'être venue sur le plateau pour cette journée santé au travail, qui est une fête dans un contexte un peu particulier, puisque le Covid a l'air de vouloir refrapper à la porte des entreprises et à la porte de tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau. Et à très bientôt pour une autre fête de la journée au travail. Nous, on va continuer tout de suite avec d'autres invités. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir.